toutes et à tous, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Au sommaire, le président Félix-Antoine Tshisekedi a officiellement ouvert ce lundi à Kinshasa les états généraux des entreprises du portefeuille de l'État, une initiative visant à redéfinir le rôle stratégique des entreprises publiques dans la transformation économique et sociale de la République démocratique du Congo. Et puis ce lundi, à l'Assemblée nationale, la République démocratique du Congo procède à l'examen au vote de la motion de défiance contre Alexis Guizarro, ministre des Infrastructures et Travaux publics. L'initiative est portée par 58 députés nationaux. Comme annoncé au sommaire, le président Félix-Antoine Tshisekedi a officiellement ouvert ce lundi à Kinshasa les états généraux des entreprises du portefeuille de l'État, une initiative visant à redéfinir les rôles stratégiques des entreprises publiques dans la transformation économique et sociale de la RDC. Daniel Kamboa pour plus de détails. C'est avec une profonde solennité et une grande attente que je me tiens devant vous aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture des États généraux des entreprises du portefeuille de l'État. Loin d'être une simple convocation institutionnelle, ce rassemblement, né de l'exécution de mes instructions, est une opportunité historique de redéfinir le rôle et l'avenir de nos entreprises publiques dans la transformation économique et sociale de notre pays. Le thème de ces assises, faire des entreprises du portefeuille de l'État un puissant levier de croissance économique et de développement social, reflète une vision ambitieuse, faire de ces entreprises des moteurs dynamiques de développement, capables non seulement de générer des revenus et de créer des emplois, mais aussi de contribuer directement à l'amélioration du bien-être de chaque Congolais. Distingués invités, mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo, riche de ses ressources naturelles exceptionnelles et de son capital humain jeune et dynamique, détient seule les clés de son avenir. Avec un portefeuille conséquent d'entreprises publiques, de sociétés d'économie mixte et de participations indirectes, le pays a toutes les cartes en main pour devenir un acteur économique majeur sur le continent. Cependant, ces atouts restent largement sous-exploités, entravés notamment par des pratiques obsolètes héritées du passé qui freinent leur plein potentiel. Les entreprises publiques qui devraient être des moteurs de croissance économique continuent d'être freinées par des défis structurels majeurs tels que la mauvaise gestion, l'insuffisance des capacités, la dépendance financière excessive, la compétitivité limitée et des infrastructures inadéquates. Justement, aux États généraux des entreprises du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, ministre des tutelles, peint un tableau sombre aux entreprises publiques en RDC. Pour lui, ces travaux constituent un appel à l'action pour des solutions idoines. Je vous prie de suivre le reportage de Madame Esther Amissi. Du secteur privé. Le constat est tout à fait amer. La quasi-totalité des entreprises publiques de l'État sont contre-performantes et peinent à rencontrer les attentes de la population. Pour le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, ces états généraux constituent un appel à l'action visant à transformer les entreprises publiques de l'État pour en faire un véritable levier de la croissance économique et du développement social de la République démocratique du Congo. Concernant les cadres juridiques et institutionnels, la gestion du portefeuille de l'État repose actuellement sur un cadre juridique et institutionnel qui, bien que révisé à plusieurs reprises, montre ses limites face aux défis contemporains. C'est un cadre qui présente un bicéphalisme du régime juridique, faisant des entreprises publiques des organisations hybrides. Ces assises permettront de fournir les bases de réflexion visant à réformer les cadres juridiques régissant les entreprises publiques pour les rendre plus modernes et adaptés aux défis actuels
en s'inspirant des meilleures pratiques internationales. Les participants ont loué l'initiative avant d'appeler à la mise en application des recommandations qui seront issues de ces travaux. Sortons des situations dans lesquelles on s'est trouvé jusqu'à présent. Avec ces assises ici, faisons en sorte de trouver les voies et moyens à partir desquels nos entreprises publiques qui en ont vocation vont pouvoir commencer à participer au bien-être de la population. Voilà pourquoi on est ici. À noter que ces travaux sont axés sur le thème « Faire du portefeuille de l'État un puissant levier de la croissance économique et du développement social de la RDC ». Dans un tout autre chapitre, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a ouvert en outre la conférence sur la lutte contre la corruption ce lundi à Kinshasa. Cette conférence est organisée par l'Inspection générale des finances en collaboration avec le Forum des inspections générales d'État et institutions des contrôles assimilés d'Afrique, dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre la corruption célébrée le 9 décembre de chaque année. Suivez cet extrait du président Félix Tshisekedi, choisi par Daniel Kamboa. C'est avec honneur et surtout une profonde espérance que je m'adresse à vous en cette Journée internationale de lutte contre la corruption placée sous le thème « La mobilisation de la jeunesse dans la lutte contre la corruption ». Permettez-moi d'abord de saluer chaleureusement la présence et l'engagement du Forum des inspections générales d'État et institutions assimilées. Votre travail patient, exigeant, parfois difficile, constitue un rempart essentiel contre ce fléau qui gangrène tant de sociétés et qui touche par place les pays en voie d'émergence comme le nôtre. La corruption n'est pas une simple entorse administrative, elle n'est pas un détail dans la gestion du bien public, elle est une perversion morale et sociale, un affaiblissement insidieux de nos institutions, un détournement continu du destin collectif. Elle mine la crédibilité de l'État, sape la confiance mutuelle qui doit exister entre gouvernants et gouvernés, et plus largement, elle brise l'élan même du développement. Dans un pays comme la République démocratique du Congo, riche de ses ressources naturelles, de ses hommes et de ses femmes, de son histoire, de sa jeunesse nombreuse et dynamique, la corruption constitue un frein cruel. Elle bloque les investissements constructifs, entrave l'amélioration des services publics, fragilise notre système sanitaire et éducatif, alimente l'injustice et creuse les inégalités. Il est d'autant plus douloureux de constater que, bien souvent, ce sont les plus vulnérables qui en payent le prix fort. La corruption détourne l'argent public de son but initial, qui est de construire des routes, des écoles, des hôpitaux, garantir un accès à l'eau potable, à l'électricité et à la santé ou à la justice. Journée internationale de lutte contre la corruption, le professeur Luzolo Bambi dénonce la persistance du dit phénomène en RDC. En dépit des efforts d'entreprise par le chef de l'État, Luzolo Bambi fait appel à l'homme congolais à prendre l'engagement de renoncer à la corruption. Il est donc au micro de Esther Amissi. C'est une journée commémorative d'un fléau qui fait des ravages dans notre pays. Parce que le phénomène de la lutte contre la corruption persiste en dépit des efforts louables amorcé par le président de la République pour essayer de résorber ce phénomène. Notre place mondiale par rapport à la lutte contre la corruption n'est toujours pas bonne. Et donc, c'est une journée commémorative, mais c'est en même temps une journée d'engagement pour chaque Congolais de renoncer à la corruption. Parce que, que dire de plus? Les ravages de la corruption sont là.
Qu'est-ce qu'il faut dire de plus? S'il faut faire la commémoration pour la commémoration, mais il faut, au-delà de la commémoration, il faut un engagement personnel de chacun. Parce que nous sommes tous concernés par la communauté. Tous sommes concernés par la communauté. Alors c'est un engagement, une prise de conscience. Mieux, je dirais, en conclusion, c'est une journée d'interpellation. C'est une journée d'interpellation. On va faire un détour à l'Assemblée nationale. La séance plénière de la Chambre basse du Parlement s'est axée ce lundi 9 décembre 2024 sous 3 points à l'ordre du jour, à savoir l'examen du rapport de la commission ad hoc sous la salubrité à Kinshasa, l'examen et adoption du projet de loi sous la protection de la nature et la motion de défiance contre le ministre d'État, ministre des ITP. Au Sénat, avec 112 voix pour aucune voix contre et 3 abstentions, 75 sénateurs ayant pris part à la séance plénière du samedi dernier, le Sénat a autorisé la 87e prorogation de l'état de siège dans le Nord Kivu et l'Ituri pour une nouvelle période de 15 jours à dater du 8 décembre. Regardez. Dirigé par l'honorable Jean-Michel Samalou Kondé Kienge, président du Sénat, cette séance plénière n'a comporté qu'un seul point à l'ordre du jour, à savoir l'examen et l'adoption du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national. Le résultat du vote. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 75 membres ont pris part au vote. 72 membres ont voté oui, aucun n'a voté non, 3 membres ont voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. L'économie de ces projets de loi a été présentée aux élus par Constant Moutamba, le ministre d'État de la Justice et garde des Sceaux. Avec ces votes, le dit projet de loi est adopté en seconde lecture au Sénat après son passage à la Chambre basse du Parlement. Il sera transmis au président de la République pour promulgation. Il faut rappeler que cette mesure exceptionnelle de l'état de siège instaurée en mai 2021 par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vise à renforcer la sécurité et la paix. Ensuite, Jean-Michel Samalou Kondé a annoncé pour le mercredi 11 décembre la tenue du congrès consacré au discours du président de la République sur l'état de la nation. À faire peine de mort, celle-ci sera désormais exécutée en République démocratique du Congo. Pour le ministre de la Justice, Constant Moutamba, c'est pour servir de leçon aux Kuluna et à tous les bandits urbains. Il a dit au micro de Daniel Kamboa. Na prometa qui bino été en même temps tozo humaniser la prison, en même temps de refaire exécuter peine de mort. Donc désormais, bakangio rozala lisusu na boloko te. Donc faire exécuter peine de mort ndenge boyebi ezalaka par fusillade topé par pendaison. Et ko servir na leçon na bakuluna ba bandi nyusu. Tolingi lisu ko mona takuluna moko te na ville ya Kinshasa na ba ville nyuso ya Mboka. Voilà message oyo nalinga ki na pesa bino bosambela déjà. Bosenga déjà pardon na Nzambe na bato oyo bosalaka mabe. Merci. Oh 24 personnes. 24 hein? 24. Ah 24. Papa, côté là, 24. Boloko balai dans la prison bakanga biso bakangonda
10, 11. Parlons changement de constitution, Aimé Boji se dit disposé. Le ministre du budget Aimé Boji Sangara, lors d'un meeting populaire organisé dans la Mater Dei le week-end dernier à Bukavu, s'est rangé derrière le projet du président Félix Antoine Tshisekedi pour la révision constitutionnelle. Il a fait savoir que les temps ont évolué depuis la mise en place de la constitution actuelle qui n'est plus en phase avec les vraies réalités de la population. Encore une fois, Daniel Kamboa. De l'entrepreneuriat de la jeunesse. Ensuite, j'ai profité de cette occasion pour m'entretenir avec toute la foule qu'il y avait dans cette salle et je ne pouvais pas ne pas échanger avec la population sur cette question qui fait couler beaucoup d'encre et de salive autour de la proposition faite par l'autorité suprême, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur un éventuel changement ou modification de la Constitution. J'ai décidé d'échanger avec la population parce qu'il y a beaucoup de manipulations et il y a beaucoup d'intoxication. Il était donc pour moi de préciser l'intention telle qu'exprimée par le chef de l'État qui a constaté avec raison qu'il y a des écueils, il y a des failles dans la Constitution qui ne reflètent plus la réalité de notre pays aujourd'hui. Face à plusieurs interrogations dans l'opinion, Aimé Boji a levé l'équivoque. Selon lui, cette position a été prise en sa qualité d'initiateur de l'ASBL GABS et non comme membre de l'UNC qui, selon lui, devrait également se ranger derrière la position du chef de l'État car étant membre de l'Union sacrée de la Nation. Je suis membre de l'UNC. Aujourd'hui, j'ai parlé en tant que responsable, président du conseil d'administration de l'ASBL. Nous sommes dans une démocratie. J'imagine que mon parti ne peut que suivre la voie montrée par l'autorité suprême. Nous sommes membres de l'Union sacrée de la Nation. Et à la tête de l'Union sacrée de la Nation, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi. Nous occupons des postes importants au sein des institutions. Et lorsque le chef de l'État montre la voie, je crois qu'il est tout à fait normal que nous puissions suivre cette voie-là. Rappelons que Aimé Boji Sangara s'est prononcé lors de la cérémonie de redynamisation et d'accueil des nouveaux adhérents dans l'ASBL, Génération Aimé Boji Sangara, la GABS. Un petit tour à Ginval. Martin Fayulu et Moïse Katumbi ont eu un tête-à-tête le week-end dernier en Belgique. Donc, ces deux opposants sont contre le projet de réforme constitutionnelle initié par le président Tshisekedi pour Prince Sepengue, proche de Martin Fayulu. Ce rapprochement Katumbi-Fayulu acte le départ définitif de Félix Tshisekedi. On va encore une fois l'écouter au micro de votre rédaction. Nous saluons le patriotisme, l'humilité et l'engagement des leaders de l'opposition à fédérer toutes les forces sociales et politiques au fin de sauver l'unité du pays, au fin de s'opposer à la balkanisation du pays par M. Félix Tshilombo. La rencontre de ce samedi à Genval
va au-delà des ambitions politiques des uns et des autres. C'est Genval acte D, car nous nous rappelons des Genval acte 1 avec les patriarches Étienne Tshisekedi Wamulumba en 2016. C'est le Genval acte 1 qui avait soudé l'unité de l'opposition, l'unité de la société civile dans sa diversité, au fin d'exiger le départ de l'ancien président et de mettre fin à ses velléités d'avoir un troisième mandat. Rendons-nous à Yakoma, donc au chapitre électoral, poursuite de la campagne électorale dans cette localité où les candidats Isato Zenge Koloke peaufinent les armes pour les législatives du 15 décembre prochain. Suivez Marcel Kadimba qui s'exprime à ce propos. Justement, en tant que coordonnateur de la dynamique des jeunes effets pour la République, c'est ici pour moi l'occasion de jeter un regard sur le déroulement de la campagne électorale qui s'effectue, soit qui se déroule à Massimanimba et très particulièrement à Yakoma. Et nous avions remarqué que la population s'est inscrite très activement à ces processus en prélude de ces élections qui vont s'organiser d'ici les 15. Et sans surprise, nous avions remarqué que la population de Yakoma a réservé un accueil très chaleureux au candidat numéro 41, Isato Nzege. Et c'est l'occasion pour elle, cette population, n'est-ce pas, de porter haut ces candidats et de jeter le dévolu à lui, parce que c'est lui qui maîtrise pertinemment le problème et les difficultés de Yakoma. Il maîtrise pertinemment les soucis de Yakoma et il a des solutions parce que c'est lui qui sera le porte-voix de cette population. Donc désormais, cette population de Yakoma aura leur porte-parole qui va activement plaider pour leur cause. Et c'est ici l'occasion que nous interpellons la CENI de jouer pleinement et loyalement les tâches qui sont siennes et sans complaisance. Donc nous pouvons remercier en outre l'équipe qui a accompagné les candidats Isato Nzege pour que tant soit peu la population de ces coins du territoire recouvre, n'est-ce pas, la gaieté comme le peuple, soit la population d'autres coins du pays. Isato Nzege, c'est d'abord un jeune pétri de compétences, pétri de qualités, et il fut gouverneur, c'est aussi le fils du terroir. Et donc, il a un bon rapport, n'est-ce pas, avec les solutions aux problèmes de Yakoma. Il a les soucis, n'est-ce pas, de rendre ces territoires de Yakoma comme d'autres territoires, en l'occurrence, faire même des Yakoma comme Kolwezi. Pourquoi pas? Parce que, vous voyez, il y a tous les potentiels dans ces coins du territoire, et c'est question seulement d'avoir un porte-parole à la trempe de la dimension de Yakoma, à la trempe des problèmes de Yakoma. En société au cœur de la République démocratique du Congo se trouvent des joyaux cachés, oubliés du reste du monde. L'espace rural congolais offre aux visiteurs une expérience unique. La rédaction de Congo Buzz vous fait découvrir le village Bouala au Congo central dans les territoires de Songololo. Naomi Pila. Éloigné de la capitale congolaise, le village Bouila Premier nous plonge au XVIIe siècle. Cet espace naturel, encore préservé, enclavé et entouré de forêts et de bois, la population y vit uniquement de l'agriculture, de l'élevage et de la cueillette. Déconnecté des réalités du développement, Bouila Premier, situé à seulement 400 km de Kinshasa dans le Congo central, ne dispose ni d'écoles modernes, ni d'hôpitaux, moins encore d'un centre de santé. na hospitali ya bia kutoza la lez mapo bana bakenda class distance hospitali pesa mwa musika alo to sengi mkonja mboka asala biso sacrifice sababu c'est la biso loka bia awe ko la bia ezala dispensaire bia ezala pour bana banyoka makate. Alors que Kinshasa a lourd de ressources aux 145 territoires, le district de Songololo, qui compte plus de 16 villages isolés, ne dispose que de 5 infrastructures, dont 2 inachevées. Sans espoir d'un avenir meilleur, la population de Bouila Premier interpelle les décideurs. Biso banato longwa ki déjà 3e jour yango yo mutu ko kufa na kufa nzela ya mabe. Ba konti bezo biso solution na nzela oyo ba luki la biso solution na nzela oyo mutu ko kufa kabwa otala.
Pendant qu'à Kinshasa, des discussions portent sur un forage coûtant plus de 200 000 $, le territoire des Songololo n'a même pas un puits d'eau pour s'approvisionner. L'ensemble du village se rend à la rivière, sans parler de l'électricité, une notion presque imaginaire pour beaucoup. Il convient de souligner que depuis son arrivée au pouvoir, le président Tshisekedi n'a cessé de trôner le développement à la base. La République démocratique du Congo, composée de 26 provinces, 36 villes, 145 territoires et plus de 5000 villages, soulève des questions cruciales. Devons-nous interroger l'application de la loi relative à la libre administration de provinces promulguée en 2008 ou devrons-nous conclure à un manque de volonté politique? La 26e édition de la Coupe de handball senior dames Kinshasa 2024 a été remportée par l'Angola qui a battu en finale le Sénégal sur le score de 27-18 le samedi 7 décembre dernier au gymnase jumelé du stade des Martyrs. Suivez ce reportage de Caleb Boyaka. Et des 16 pour les perles d'Angola, tout simplement inédit dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations handball créée en 1973 à Lagos au Nigeria. Le samedi 7 novembre 2024, 3 joueuses ont pratiquement éliminé la finale de la CAN Handball Senior Dames organisée avec brio par la RDC. L'appréciation des délégations de ceux qui ont représenté leur pays respectif pour fouler le sol quinois et qui ont découvert beaucoup de choses, notamment l'accueil légendaire, n'est-ce pas, du peuple congolais, la disponibilité des leaders d'opinion. Sagna Soukeina, la demi-centre franco-sénégalais de 26 ans, actuel sociétaire de Celles-sur-Belle en France, Elena Paolo Gilda Simao, ancienne de Primero d'Agosto, et la capitaine Albertine Almeida da Cruz Kasoma des Rapides de Bucarest en Roumanie. Elles ont marqué chacune 6 buts. Comme dans ses habitudes, l'Angola qui a retrouvé le Sénégal dans une finale à l'image de celle de 2018 à Nicolas Oba de Brazzaville a maîtrisé son sujet. Très rapide dans les contre-attaques, l'Angola était déjà en avance avant les Citrons 13-8 ans. La reprise voit les pouliches de l'Espagnol Carlos Viver Agza dans une logique de contrôler les opérations et prendre les larges pour chuter en beauté sur le score de 27-18, score final. L'Angola de nouveau sur les toits africains. Félicitations à nous. Et nous avons travaillé beaucoup avec le Sénégal. Et nous avons connu bien l'équipe du Sénégal. Nous je sais que le Sénégal est une très bonne équipe. Avec une équipe avec beaucoup de joueuses et avec beaucoup d'expérience. Mais aussi nous avons gagné. C'est vrai, on s'est dit on n'a pas à rougir et on ne va pas baisser les bras. Des matchs comme ça, on n'en joue pas tous les jours. Et l'Angola pour nous en Afrique, c'est notre bête noire, on va se le dire. Et avec les filles, on s'est dit on ne va pas baisser les bras, c'est une certitude et c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a montré. Au chapitre des distinctions, la Congolaise de Brazzaville, Fanta Diagouraga, pour 39 buts et 28 passes décisives, obtient le prix de la meilleure joueuse de la compétition. La Camerounaise Ateba Ngadi Petronel, élue meilleure marqueuse avec 48 buts. La RDC, qui a terminé 5e, se voit créditée de la présence de 2 athlètes au sein de l'équipe type du tournoi. Alexandra Lutuno Chounou de Benfica, meilleure arrière droite de la compétition, et Pina Logan Luambo de Paris 92, meilleur ailière gauche de la CAN. Vraiment merci à les Congolais. Vous voyez que la Confédération même temps l'équipe Longwa qui est là, qui peut nani balobi ambiance au va vivre awa. Il faut vivre encore na CAN ya ba garçon na Égypte na Tunisie. Bien avant la finale, le public a eu droit à un match de classement dans un derby du Maghreb entre Égyptiennes et Tunisiennes. Victoire des Aigles du Carthage 25-22. L'Angola, le Sénégal, la Tunisie, l'Égypte qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde fin de l'année 2025 en Allemagne et aux Pays-Bas. Restons dans le chapitre du football. Les élites du Congo remportent des ventes tout compétent et Lima de Matadi en prévision du championnat national de l'INAFoot Ligue 2 au stade de Père Raphaël de la Kétule. À cet effet, le technicien congolais Jacques Kabamba s'exprime devant la presse en ces termes. On était vraiment déterminés de jouer des matchs d'aujourd'hui parce qu'on vient de faire 2 matchs nuls. L'équipe a des ambitions de jouer avec des matchs nuls. Ça ne plaît pas. Aujourd'hui, je dis à mes joueurs de rester concentrés et avoir de confiance en eux. Et tous les joueurs ont fait ce que j'avais dit. On reste concentré, déterminé. MK, ce n'est pas une petite équipe.
on va considérer l'adversaire. Notre objectif, c'est d'abord de gagner le match. On va considérer l'adversaire. Fin complète de cette édition du journal. À toutes et à tous, excellente soirée chez vous, en compagnie des programmes de Congo Buzz.